Donc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? OK. Je vois les commentaires. OK, première fois. OK, première fois, première fois. OK. Je pense que c'est bien, c'est un bon tool à peut-être à avoir. Voilà, et voilà, qu'est-ce que c'est? Bon, il faut savoir que c'est une classe de modèles pour l'analyse des données longitudinales, voilà, afin d'examiner le changement, c'est-à-dire la croissance des variables d'intérêt au fil du temps. Tout à l'heure, mon collègue a présenté sur la nova mesure répétée. Et dans les limites, en fait, la présenter, c'est une limite, en fait, clé de la nova à mesure répétée. Et ici, en fait, quand on parle de modèle de croissance latente, en fait, ça serait un peu similaire à la nova à mesure répétée. Mais il y a quelques petites variations qu'on va montrer tout à l'heure. Donc, c'est une classe de modèle pour l'analyse des données longitudinales afin d'examiner le changement. Si vous êtes intéressé par un changement ou une croissance des variables d'intérêt au fil du temps, c'est la méthode. Par exemple, on peut voir la croissance des compétences en mathématiques au fil du temps, le changement de la consommation d'énergie au fil du temps, etc. Donc, chaque fois que vous voulez faire une étude pour vraiment examiner le changement au cours du temps, voilà, vous n'êtes plus maintenant limité à la nova à mesure répétée. Vous pouvez maintenant voir ou bien voir en fait les modèles de croissance latente. Quelles sont des conditions requises pour faire, pour utiliser le modèle de croissance latente? Il faut aussi, de même que la nova mesure répétée, il faut au moins 3 points dans le temps. C'est-à-dire, il faut le temps, l'observation au temps 1, au temps 2, au temps 3 au moins. Il faut savoir que chaque sujet doit être mesuré au même intervalle de temps. Et chaque sujet doit être mesuré au même intervalle de temps. C'est très important. Voilà, ça veut dire quoi? Si on mesure le premier sujet au temps 1. Supposons que le temps 1, c'est le 1er janvier. On doit mesurer les autres sujets au 1er janvier. Si on mesure, si le deuxième mesurement, c'est au 1er février, tout le monde est mesuré au 1er février. Maintenant, une chose à savoir, la différence entre cette modélisation et puis la nova mesure répétée, c'est que la nova mesure répétée, vous avez besoin des mêmes espacements de temps. C'est-à-dire la différence entre le premier temps et le deuxième temps doit être le même que le deuxième et le troisième temps. Ça, c'est la nova mesure répétée. Mais les modèles de croissance latente, en fait, on doit mesurer chaque sujet au même temps, mais ça n'a pas forcément des intervalles qui sont égaux. Comme je l'ai dit au troisième point ici, des intervalles de temps égaux ne sont pas nécessaires. C'est-à-dire, si on veut 3 mesurements dans l'année, on n'a pas besoin de faire, par exemple, chaque 4 mois. Ça, on va répéter, on doit le faire chaque 4 mois, c'est-à-dire janvier, avril, etc. Ça doit être le même intervalle. Mais dans les modèles de croissance latente, en fait, on peut faire 4 mesurements, on peut faire en janvier, en février et puis en décembre. Si c'est 3 mesurements, si c'est 3 mesures qu'on veut faire, il n'y a pas de problème avec cette méthode. Voilà pourquoi c'est important d'ajouter cette méthode dans votre sac à outils statistique. Parce que vous allez voir que c'est un peu difficile souvent de remplir les conditions d'une ANOVA à mesure répétée, en fait, comparé à cette méthode ici. Une chose aussi à retenir, c'est qu'il y a des considérations à avoir. Par exemple, la variable bruit doit avoir un format large. Voilà, je vais montrer un exemple tout à l'heure. Et puis, ici, en fait, on essaie de mesurer la covariance et la structure de la moyenne. Donc, ce sont des choses à considérer aussi. Donc, je pense que plus ou moins, chacun est familier avec ce qu'on appelle un format large ou format long. Mais un exemple pour ceux qui peut-être sont encore confus. Donc, regardez cette base de données ici. C'est un exemple de format long. Un exemple de format long. On va voir qu'on a 4 variables. On a les mots d'identification, on a le temps, on a l'intervention et puis on a la variable rendement, par exemple. Donc, on va voir que vu que ce sont des informations répétées, on a un ID, l'identification ID 1, 1, 1, 3 fois, puisque c'est 3 temps. On a 2, 2, 2, c'est 3 temps, etc. Ça, c'est le format long. Le format large, ça se présente comme ça. Et dans les modèles de croissance latente, on veut utiliser des données en format large. Donc, on aura seulement, c'est chaque ligne, en fait, chaque ligne dans le tableau,
sera juste une personne. C'est personne 1, il a pris l'intervention A, son rendement c'est 20 au premier temps. C'est ça, on a mis rendement 0, c'est 20. Rendement au deuxième temps, c'est 10. Rendement au troisième temps, c'est 9. Donc, c'est comme on a besoin d'utiliser des données dans le format large lorsqu'on veut faire les modèles de croissance latente. Donc, c'est quelque chose à retenir. Quand est-ce qu'on doit utiliser vraiment cette modélisation? Quand utiliser une courbe de croissance? Bon, souvent, on peut appeler ça courbe de croissance, modèle de croissance latente. Ce sont les mêmes noms, en fait. Voilà. On peut l'utiliser l'un l'autre. Donc, quand utiliser une courbe de croissance? Les courbes de croissance mesurent, comme on a dit, les tendances de changement au fil du temps. Donc, ce sont des changements au niveau de la moyenne avec le temps. C'est lorsqu'on veut vraiment mesurer des changements au niveau de la moyenne avec le temps, c'est une méthode à utiliser. Et lorsqu'on veut mesurer, par exemple, et une chose à savoir, c'est que les tendances ici peuvent être linéaires, quadratiques ou cubiques. Quand on parle de changements dans le temps, n'est-ce pas? Les changements peuvent être linéaires. Supposons, prenons la consommation d'énergie. C'est-à-dire, vous pouvez voir qu'au fil des années, en fait, l'augmentation des prix, par exemple, de l'énergie peut augmenter de façon linéaire. Ça veut dire peut-être chaque année, ça augmente de 10 000, par exemple, les factures de CEO, je ne sais pas. Ça peut augmenter de 10 000 chaque année. Ça sera linéaire, en fait. Mais ça peut aller d'une telle enseigne que quand on fait le graphe, en fait, on va voir que c'est comme une cuve, en fait. Une cube, etc. Donc, les tendances ici peuvent être linéaires, quadratiques ou cubiques. Voilà, donc voici un exemple. Ici, regardez dans le tableau, par exemple, on va se focaliser sur Marie dans le tableau. On va voir que autant 1, la mesure qu'on a prise, c'était 8. Autant 2, c'est 5. Autant 3, c'est 4. Donc, comme il a dit tout à l'heure, lorsqu'on fait cette modélisation, on va spécifier en fait quelle est la tendance qu'on pense observer en fait. Donc, est-ce qu'on va spécifier une tendance linéaire, quadratique ou cubique? Donc, quand on a cette telle donnée en fait, quelle peut être la tendance ici? On a 8, 5, 4. On sait que ça diminue en fait. Mais on doit arriver à un point où on peut capturer en fait à quel degré ça diminue pour pouvoir déterminer si c'est linéaire, quadratique ou cubique. Maintenant, on va se focaliser maintenant à Zoé. On voit que Zoé va de 7 à 9 et de 9 encore au troisième temps, on reste à 9. Et on voit la moyenne ici de tout le monde en ensemble, ça va de 6,4, 5,4, 4,4. Donc, quand on parle de tendance ici, ce sont les tendances de la moyenne en fait. Voilà pourquoi si je retourne rapidement, désolé, ici par exemple on a dit qu'il y a des considérations relatives aux données, il y a les matrices de convergence et la structure de la moyenne. Donc ici, avec une telle base de données par exemple, on va voir qu'en fin de compte, la moyenne au temps 1, c'est 6,4, au temps 2, c'est 5,4, autant 3, c'est 4,4. Donc, quelle est la tendance ici? Quand on va faire le modèle, on va juste savoir que c'est une tendance linéaire. Ça diminue de 1 en fait et tout. Donc, il y a ça aussi à retenir. Une question, OK, la tendance peut être uniquement dans la moyenne. Yes, ici, c'est focalisé sur la moyenne. Yeah, les changements dont on regarde, c'est si on est intéressé par des changements de la moyenne. Enfin, on veut voir, par exemple, comment un tel groupe de personnes qui a suivi un traitement au travers du temps, comment il réagit comparé à un autre groupe, enfin, en termes de moyenne. On n'est pas intéressé par l'individu peut-être spécifique, mais c'est la moyenne. OK, donc les courbes de croissance surmontent les limites de l'ANOVA à mesure répétée. Ça aide à surmonter les limites de l'ANOVA à mesure répétée. Donc, à partir de ici, la première fois, ici, cette introduction est pour vous donner une idée générale, en fait. Mais sachez que si vous n'arrivez pas à remplir les conditions de l'ANOVA à mesure répétée, vous avez une autre option. Les courbes de croissance latente tiennent comme des données manquantes à l'aide d'une approche de maximum de vraisemblable à l'information incomplète. Donc, l'ANOVA, par exemple, on avait dit il y a un problème si elle est données manquantes. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais avec les courbes de croissance latente, on arrive à surmonter même les manques de données aussi, même quand on a les données manquantes. Et puis, ça ne nécessite pas un espacement égal entre les points temporels. Voilà, c'est un avantage parce que c'est pas tout le monde qui a le luxe en fait de collecter les données à des intervalles de temps qui sont réguliers en fait. Souvent, on n'arrive pas à faire cela même quand on le veut. Souvent, ce sont les temps. Si on fait des enquêtes, par exemple, on va vouloir prendre des informations en janvier, en mars et tout, mais en mars, la personne peut ne pas être disponible en fait. On doit reporter peut-être en avril. Donc,
avec la norme à mesure répétée, on ne peut plus faire ça, en fait, vu que l'écart ne sera plus le même. Donc, cette méthode nous aide à surmonter ça. Aussi, ces méthodes ne nécessitent pas d'indépendance des observations. Voilà, ils peuvent modéliser différents types de structures d'erreurs corrélées, même quand les erreurs sont corrélées, en fait. Donc, c'est un avantage considérable. J'aime dire que toute méthode qui ne nécessite pas d'indépendance d'observation offre un avantage vraiment, euh, un grand avantage, pardon. Voilà, parce que ça nous permet de faire beaucoup. Ensuite, ils sont robustes, en fait, aux violations de l'homogénéité des hypothèses de variance. La nova à mesure répétée demande qu'on ait une homogénéité des variances, n'est-ce pas? Mais cette méthode est robuste. C'est-à-dire même lorsqu'on viole l'homogénéité des variances, on peut toujours utiliser cette méthode et puis avoir des résultats qui sont adéquats, qui sont exacts. OK, maintenant, une chose à savoir aussi, c'est que comment est-ce qu'on arrive à coder le temps? Dans cette méthode, ce qui est utile, en fait, c'est d'arriver à coder le temps. Donc, si on va donner un exemple basique de comment est-ce qu'on arrive à coder le temps, d'abord, il faut savoir que le choix que vous ferez pour vos variables temporelles influence vos analyses. C'est très important. Les choix que vous allez faire pour vos variables temporelles vont influencer vos analyses. Voilà pourquoi c'est important de se focaliser, de savoir comment coder la variable de temps dans les modèles de croissance latente. Maintenant, si les relations sont linéaires, les valeurs du temps doivent être équidistantes. Ça veut dire quoi? On a dit que quand on mesure, en fait, on n'a pas besoin qu'on mesure à des temps qui sont égaux, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on veut coder, il faut que les valeurs de temps soient équidistantes. Si on va pour une hypothèse linéaire en termes de tendance, ça veut dire quoi? Je peux modeler comme ça 1, 2, 3. Je peux appeler mes variables de temps 1, 2, 3, ou je peux appeler -1, 0, 1, etc. Mais vous voyez un peu l'idée en fait. 1, 2, 3. Je peux appeler 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou bien -1, 0, 1. Mais ça doit être linéaire de cette manière en fait. Maintenant, si vous attendez une relation quadratique, souvenez-vous encore, j'avais dit que quand on fait cette modélisation, on va nous-mêmes faire des hypothèses en termes de tendance. Est-ce qu'on pense qu'on va observer une relation linéaire, quadratique, ou cubique, etc. Mais ce n'est pas des trucs qu'on fait au hasard, n'est-ce pas? C'est basé en fait sur la littérature, etc. Mais toujours est-il qu'on doit faire l'hypothèse en fait. C'est dans nos données, on va dire, bon, on pense qu'on va avoir une relation linéaire ici. Donc, voici comment on va coder le temps. 1, 2, 3, -1, 0, 1, etc. Maintenant, si on s'atteint une relation quadratique, on doit également calculer le temps au carré. Ça veut dire quoi? Ça sera 1, 4, 9, 1, 0, 1. Parce que quand on fait -1 au carré, ça fait 1. 0 au carré, ça fait 0. 1 au carré, ça fait 1. Donc, voici des exemples comment coder, en fait, si on s'atteint une relation quadratique. Maintenant, si on s'atteint à des temps, par exemple, inégaux, comme l'a dit, on peut modeler, en fait, lorsque les temps sont inégaux, en fait, on peut juste utiliser, si c'est 1 mois, 3 mois, 12 mois, on peut faire 1, 3, 12, ça marche quand même, etc. Et donc, voici un peu un exemple de comment coder le temps. Ensuite, il y a des décisions à prendre lorsqu'on doit faire cette modélisation. La première décision, c'est le type d'estimation. Est-ce qu'on veut utiliser un maximum de vraisemblable ou on veut utiliser une telle version, mais qui est restricte, en fait, qui est restreint, voilà. Désolé pour le mot français. Voilà, en anglais, on dit ML, voilà, maximum likelihood, voilà. Donc, on va décider, pour faire simple, en fait, on va décider, en fait, le type d'estimation. Quelle est l'estimation appropriée qu'on veut utiliser? Mais sachant qu'il y a deux options. Il y a ce qu'on appelle le ML et puis le RIML. Lorsqu'on choisit un ou l'autre, il y a des avantages et des inconvénients, en fait. Donc, retenez ça. Donc, c'est un choix également qui se fait de façon méthodique. C'est pas juste, OK, je vais prendre ça ou bien je vais prendre l'autre, en fait. Ça va demander d'autres informations concernant nos données, en fait. Ensuite, on va décider, en fait, le type d'effet. Est-ce que est-ce qu'on va permettre aux personnes, par exemple, est-ce qu'on va permettre à la moyenne de varier pour différentes personnes? Si tel est le cas, ça sera un effet aléatoire, n'est-ce pas? Ou est-ce on va forcer, en fait, la moyenne à être égale pour toutes les personnes? Donc, ça sera un effet fixe. Donc, on va décider maintenant du type d'effet. Et tout ça, ce sont des décisions qui se font
basé sur la théorie, en fait. Une chose à savoir de tout ce qu'on va faire aujourd'hui, tout ce qui a déjà été fait, c'est que ce ne sont pas des choix, en fait, qu'on fait parce que ça nous semble, en fait. Ce sont des choix qui suivent une procédure méthodique, en fait. Voilà, c'est pas juste, oh, parce que je sais faire ça, je vais faire ça. Non. Pourquoi est-ce qu'on choisit? Pourquoi est-ce qu'on pense que c'est un effet aléatoire? Pourquoi est-ce qu'on pense que c'est un effet fixe? Voilà. Et la troisième décision ici, c'est le type de tendance, comme j'avais dit. Est-ce qu'on pense qu'on va avoir une tendance linéaire, quadratique, cubique? Mais tout ça encore, comme je dis, ce sont des décisions qui doivent être justifiées par la littérature ou par les types de données qu'on a. Et ensuite, la structure de la covariance. Donc, c'était là une introduction voilà, à la modélisation de modèles de croissance latente. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. S'il y a des questions, rapidement. Même chose à retenir, c'est que si vous faites des analyses et vous voulez évaluer la moyenne dans le temps et que vous n'arrivez pas à remplir les conditions de l'ANOVA à mesure répétée, sachez qu'il y a une autre option. Voilà. Mais ça ne veut pas dire aussi qu'on doit forcément passer par l'ANOVA par mesure répétée avant d'arriver ici, en fait. Parce que cette méthode aussi offre des avantages qui, et offre des estimations qui sont robustes en fin de compte, comme on l'a souligné. Question, avant qu'on avance au prochain. OK, s'il n'y a pas de questions, on passe au prochain.